Le journal sur Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres. Après son retrait du Niger et un rôle réduit dans la région du Sahel, des questions se posent sur le devenir de la France-Afrique. Élément de réponse dans notre édition. Pour la première fois depuis 3 décennies, une délégation saoudienne a été reçue par le chef de la diplomatie palestinienne en Cisjordanie. Une rencontre est prévue avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Avant la désignation d'un nouveau gouvernement espagnol, le candidat Alberto Núñez Feijóo défend sa politique devant le Parlement. La diplomatie russe réagit et condamne l'attaque survenue contre l'ambassade cubaine à Washington. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'annonce du président français Emmanuel Macron de se retirer militairement du Niger marque une épilogue française dans la région du Sahel. Dans ce contexte, plusieurs questions subsistent, notamment sur la fin de la France-Afrique et le futur des relations entre le Quai d'Orsay et ses anciennes colonies de la région. Élément de réponse avec Safouane Ben Sabri. La mauvaise gouvernance économique et sociale. Le dernier coup d'État au Niger est-il venu achever l'ère de la France-Afrique? Le coup de force mené par le général Tchiani et l'annonce dans la foulée du virage anti-français pris par le Niger est venu confirmer l'effet domino que connaît le Sahel. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger a confirmé une tendance que les sanctions de la CEDEAO n'ont pu arrêter. C'est en réalité un processus sur le long terme qui se concrétise au sein de ces pays, dont le point commun est entre autres d'avoir été sous le joug du colonialisme français. Autre facteur à prendre en considération, la conjoncture mondiale qui se caractérise par un déclin relatif de la puissance de l'Occident comparée à celle des autres civilisations, accompagnée de la montée en puissance d'autres pôles en Asie, en Amérique latine ainsi qu'en Afrique. Au Sahel, la dépendance sécuritaire, politique et économique envers la France est désormais remise en question. Longtemps présent au sein des populations, le sentiment anti-français et la volonté d'affranchissement ont par ces changements de régime trouvé un écho dans les plus hautes sphères de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Suite au coup d'État au Niger, la France a engagé un bras de fer avec les nouvelles autorités qui ont reçu l'appui du Mali et du Burkina Faso. Paris, constatant le changement de paradigme au Niger, au Sahel et dans le monde en général, a fini par rappeler son ambassadeur ainsi que ses militaires. Emmanuel Macron se retrouve donc devant le fait accompli, arrivant au terme d'un processus que certains observateurs appellent désormais deuxième indépendance. Une délégation du Conseil national de la République arabe sahraoui démocratique a été reçue à la Cour constitutionnelle algérienne, et ce dans le cadre d'une visite que la délégation effectue sur le terrain en Algérie et visant à connaître la Cour constitutionnelle, ses missions et son mode de travail. La délégation parlementaire sahraoui a visité les structures et les espaces de la Cour constitutionnelle en vue de s'enquérir de près de cette organisation juridique. C'est un pas très important dans le cadre du soutien au peuple sahraoui, dont on nous a habitués l'Algérie, dans le cadre de la promotion des institutions sahraouies qui sont encore en phase d'édification et de développement en raison de la guerre pour l'indépendance. Cette visite est très positive et profitable à toute la délégation. On reste avec le dossier sahraoui. La vice-première ministre et ministre des Relations internationales et de la coopération de la Namibie, Netombo Nandi Ndaitwah, a réaffirmé lundi à New York le soutien de son pays à la lutte légitime du peuple sahraoui. La diplomate namibienne s'est exprimée lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Sidati, en marge de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Netombo Nandi a indiqué que la position de son pays en faveur du droit
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la liberté est ferme et bénéficie du consensus de toutes les forces. En République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont été tuées par des hommes armés dimanche et lundi près de la localité de Mamouve, entre les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les premières agressions ont ciblé lundi des villageois travaillant dans leurs champs de Kalangoué et Madimo. 8 civils ont été tués par balle alors qu'ils étaient en pleine activité. 16 jours après les inondations qui ont ravagé la ville de Derna en Libye, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la situation dans le pays demeure préoccupante après le passage de la tempête Daniel. L'OMS a confirmé qu'il y a eu la mort de près de 4000 personnes et plus de 8500 qui sont toujours portés disparus. On reste dans la région. Le président tunisien Kais Saïed a chargé le ministère des Affaires étrangères de notifier sa décision de reporter la visite prévue cette semaine d'une délégation de la Commission européenne en Tunisie à une date ultérieure qui sera convenue entre les deux parties. La Commission européenne avait annoncé vendredi dernier une aide budgétaire de 60 millions d'euros pour la Tunisie et un paquet d'assistance opérationnelle sur la migration d'environ 67 millions d'euros, avec pour objectif faire baisser l'immigration clandestine depuis les côtes tunisiennes. Nous avons décidé de ne compter que sur nous-mêmes sans concéder une once de notre souveraineté et que cela soit clair pour le monde entier ainsi que pour tous les Tunisiens, car après cet avancement, il ne peut y avoir de retour en arrière. Et le ministre des Affaires étrangères tunisien Nabil Ammar est en visite de travail en Russie. Le chef de la diplomatie tunisienne s'est entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou. Ce déplacement a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale et de soutenir les efforts africains visant à mettre un terme au conflit russo-ukrainien, selon la diplomatie tunisienne. Nous vous le disions en titre, une délégation diplomatique saoudienne est arrivée ce mardi en Cisjordanie dans le cadre d'une première visite depuis plus de 30 ans. Le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad El-Maliki, est revenu sur l'aspect historique et les liens entre l'Arabie saoudite et la Palestine. Son Altesse le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a évoqué il y a quelques jours à New York l'importance de la question palestinienne pour le royaume d'Arabie saoudite, sur la base des résolutions de la légitimité internationale et de la solution à deux États, et si Dieu le veut, l'État de Palestine sera créé avec Jérusalem-Est pour capitale. Pour moi, il s'agit d'un moment historique pour les relations spéciales qui unissent l'Arabie saoudite et l'État de Palestine. Et pour ce déplacement particulier, une rencontre est prévue cette semaine entre la délégation saoudienne conduite par l'ambassadeur Naïf Al-Soudairi et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Proche-Orient toujours et en Palestine, des centaines de colons ont pris d'assaut ce lundi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Les colons s'y sont introduits sous la protection des forces d'occupation. L'invasion de la mosquée Al-Aqsa par des extrémistes sionistes est devenue récurrente. Les colons y viennent souvent pour profaner l'enceinte de la mosquée et improviser sur place des rituels talmudiques. Dans les territoires occupés toujours, 6 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation en Cisjordanie. Des sources locales ont indiqué que les soldats de l'occupation ont pris d'assaut la commune de Silwad à l'est de Ramallah et ont procédé à l'arrestation de 4 jeunes Palestiniens après la perquisition de leur maison. 2 autres Palestiniens ont été interpellés par les autorités d'occupation au niveau d'un barrage militaire à l'entrée de la ville Al-Khalil.
En Espagne, le leader du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, a présenté ce mardi sa candidature au poste de Premier ministre devant le Parlement espagnol. En dépit de sa victoire aux législatives du 23 juillet dernier, le conservateur n'a pas réussi à obtenir les 4 votes le séparant de la majorité de la Chambre des députés. Les partis régionalistes lui tournent le dos et refusent de lui accorder leur soutien en raison de son alliance avec le parti Vox. Les détails avec Souila Akilel. Dans une ultime tentative pour convaincre et en dépit d'un échec annoncé, Alberto Núñez Feijóo compte profiter de la tribune du Parlement pour défendre sa candidature et par là même attaquer sans rival le Premier ministre socialiste sortant, Pedro Sánchez. Le conservateur cherche en effet à se présenter comme une alternative très claire à Sánchez, qu'il accuse de multiplier les concessions aux indépendantistes. Le projet que je suis venu vous présenter n'inclut pas l'amnistie, l'autodétermination d'une partie de la nation ou des formules similaires ou équivalentes. Compte tenu de la dérive des pétitions entendues ces dernières semaines, je comprends que celui qui aspire à être le président de tous les Espagnols, de tous, doivent le préciser d'emblée. Et je le fais. Pour moi, ce n'est acceptable ni juridiquement, ni éthiquement en dehors de la Constitution. Il n'y a pas de démocratie. Fuera de la Constitución no hay democracia. Le chef du Parti populaire chargé par le roi Felipe VI de tenter de former un gouvernement critique depuis des semaines les discussions en cours entre son rival Pedro Sánchez et le parti indépendantiste catalan qui exige l'amnistie des indépendantistes poursuivis par la justice espagnole depuis 2017 en échange de son soutien à la reconduction de Pedro Sánchez. Ce que propose le mouvement indépendantiste, outre une aberration juridique et morale qui ne fait aucun doute, est surtout une atteinte directe aux valeurs démocratiques essentielles de notre pays. Vous l'aurez compris, Alberto Núñez Feijóo joue sa dernière carte pour briguer le poste de Premier ministre. Mais si son échec venait à se confirmer, il ouvrirait la voie à une candidature du Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez, qui affiche son optimisme sur sa capacité à être reconduit au pouvoir au prix de calculs politiques avec l'extrême gauche et les partis basques et catalans. Direction l'Italie, au palais de Montecitorio, à Rome, qu'aura lieu les funérailles nationales de l'ancien président italien Giorgio Napolitano, décédé vendredi dernier à l'âge de 98 ans. À ces funérailles ont participé le président de la République italienne, Sergio Mattarella, et la première ministre Giorgia Meloni, ainsi que de nombreuses autorités politiques nationales et internationales. Giorgio Napolitano fut le président d'Italie de 2006 à janvier 2015. Conflit en Ukraine, l'armée de l'air ukrainienne a affirmé que les forces russes ont ciblé le port de Izmaïl dans la région d'Odessa, près de la frontière avec la Roumanie. La même source a indiqué que l'attaque a eu lieu avec 38 drones au cours de la nuit du 25 au 26 septembre, affirmant que 26 engins avaient été abattus. La région d'Odessa fait partie des positions ciblées depuis le début du conflit, notamment le port d'Izmaïl. Et les chars Abrams de fabrication américaine sont arrivés en Ukraine, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain Joe Biden a déclaré la semaine dernière que les premiers chars américains Abrams seraient livrés à l'Ukraine cette semaine. Les États-Unis ont envoyé quelques 113 milliards de dollars d'aide humanitaire et de sécurité pour aider le gouvernement de Volodymyr Zelensky depuis le début de l'opération militaire russe au mois de février 2022. Les premiers chars américains Abrams sont déjà en Ukraine et nous les préparons pour renforcer nos actions contre les occupants. Il s'agira d'un renforcement significatif. Nous nous efforçons également d'obtenir toutes les autres capacités militaires nécessaires. Direction à présent le Haut-Karabakh, où la tension persiste toujours autour de cette région disputée entre Bakou et Erevan. Beaucoup d'Arméniens tentent de fuir la région. Au total, 13 000 civils ont déjà quitté l'enclave. Le point avec Neila Aït Hamouda.
Une explosion dans un dépôt de carburant a secoué hier le Haut-Karabakh et fait au moins 20 morts et plus de 280 blessés selon les autorités de l'enclave. Le drame a eu lieu en plein exode de milliers d'habitants tentant de faire le plein de leurs voitures avant de prendre la route de l'exil. L'enclave se vide de ses habitants. À la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les réfugiés du Haut-Karabakh arrivent chaque jour par centaines. Ils sont convaincus qu'il s'agit d'un voyage sans retour. Nous ne savons pas ce qui nous arrivera ensuite. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Il n'y a pas une seule chance de revenir en arrière. S'il y avait des chances, nous ne partirions pas du tout. C'est très dangereux là-bas. 13 000 Arméniens ont déjà fui le Haut-Karabakh, soit un peu plus de 5% de la population de ce territoire qui comptait jusqu'ici 120 000 habitants. Ils disent craindre un nettoyage ethnique de la part de l'Azerbaïdjan malgré les assurances de Bakou de respecter les droits des Arméniens qui resteront dans l'enclave. Pendant ce temps, le gouvernement arménien se dit prêt à accueillir 40 000 familles. Et pour Washington, la mise en place d'une mission internationale est désormais nécessaire afin d'assurer les habitants de cette région, selon Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain. Nous pensons qu'il devrait y avoir une mission internationale pour assurer la transparence, rassurer et donner confiance aux habitants du Nagorno-Karabakh et à la communauté internationale que leurs droits et leur sécurité seront protégés conformément à la déclaration publique faite par l'Azerbaïdjan. 2 cocktails Molotov ont été lancés sur l'ambassade cubaine à Washington. Une attaque qualifiée de terroriste par la Havane est inacceptable pour les États-Unis. L'ambassadrice Elianis Torres Rivera a déclaré que l'ambassade avait immédiatement communiqué avec les autorités américaines qui ont eu accès à la mission pour prélever des échantillons de cocktails Molotov. Il s'agit de la 2e attaque contre la mission cubaine à Washington ces dernières années. Un homme avait ouvert le feu sur le bâtiment au mois d'avril 2020 sans faire de blessés. Et la Russie a condamné cette attaque qui a visé l'ambassade de Cuba. Pour la diplomatie russe, les auteurs des faits doivent être sanctionnés. Et nous attendons des autorités américaines qu'elles mènent rapidement une enquête approfondie, a écrit la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Pour la diplomatie chinoise, il est impératif de créer un environnement favorable à la sécurité universelle avec l'adhésion au principe de la résolution des conflits par le dialogue et la consultation. Nous devons créer un environnement favorable à la sécurité universelle. Il est essentiel que nous défendions une conception de la sécurité commune, globale, coopérative et durable. Que nous adhérions au principe de la résolution des différences et des différends entre les pays par le dialogue et la consultation. Que nous fassions face aux préoccupations légitimes des uns et des autres en matière de sécurité et que nous nous opposions à l'expansion inconsidérée des alliances militaires et à la réduction de l'espace de sécurité d'autres pays. La Corée du Sud a organisé mardi à Séoul son premier grand défilé militaire depuis 10 ans, avec une participation américaine inédite. Une démonstration de force au moment où les tensions avec son voisin du Nord sont à leur comble. Quelques 6700 soldats ont participé à cette parade en plein cœur de Séoul, acclamée par une foule agitant les drapeaux sud-coréens. Les organisateurs ont déployé des tanks, des drones et des missiles lors de ce défilé militaire. On arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.